quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour, bonsoir à tous. Alors, pour information, on enregistre cet épisode un peu spécial de Calisti avec 4 invités en semaine, fin de journée. Donc, ils sont hyper motivés pour nous parler du sujet que vous avez très certainement lu avant de cliquer sur l'épisode. Donc ce soir, je reçois Benjamin, Anne-Laure, Simon, Thomas et on va parler de l'association qui a été créée dans le cadre de la Paris Test Conf. Alors, habituellement, je présente les invités, mais ce coup-ci, on va laisser chacun se présenter. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Anne-Laure Gaillard, je suis lead QA actuellement au sein de Talarian, une entreprise internationale. On a une 40aine de personnes et j'organise la Paris Test Conf depuis maintenant quelques années et également la G-Tour Bordeaux. Donc voilà, je suis assez impliquée dans tout ce qui est communauté et organisation d'événements. Benjamin, je suis lead QA chez ILEC depuis un peu plus d'1 an, fournisseur d'énergie verte. Ça fait comme Anne-Laure quelques années que j'organise la Paris Test Conf et effectivement, on a créé l'association dont on va parler, dont je suis le président. Bonjour à tous, je suis Thomas, je suis lead QA au sein d'une filiale de la FDJ, donc FDJ Service, depuis bientôt 4 mois. Et je suis sur la Paris Test Conf depuis 2 ans et trésorier de la FQT. Bonjour à tous, je suis Simon Garny. Alors je suis senior ingénieur QA senior chez Data Galaxy depuis très peu de temps et j'ai eu l'occasion de rejoindre la Paris Test Conf il y a maintenant 3 ou 4 ans et donc je suis secrétaire de la FQT. Ok, bah écoutez, merci en tout cas à tous les 4 pour votre présentation. Alors, l'idée de la Paris Test Conf. Donc, on va avoir là, rappelez-moi, combienième édition? 6e, ok. On a la 6e édition qui aura lieu donc au mois de mars, si j'ai bien suivi. Tout à fait. Ok. Et c'est la première fois qu'on a un événement qui est organisé avec un statut d'association. Précédemment, c'était fait différemment, sur la base du volontariat, mais là on a basculé dans autre chose. Donc on va revenir un petit peu sur la genèse de la Paris Test Conf et puis la genèse de cette association. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de basculer sous ce format-là? C'est quoi vos objectifs? Vers quoi vous avez envie d'aller? On va vraiment prendre le temps de détailler tout ça. On l'avait déjà évoqué avec Benjamin dans l'épisode 27 de la première saison. Déjà, quelle était l'idée de base de la Paris Test Conf? La Paris Test Conf, donc c'est la 6e édition. La Paris Test Conf, à l'origine, donc a été créée par plusieurs personnes du test qui aujourd'hui ne font d'ailleurs plus partie de l'équipe organisationnelle. Voilà, je crois que toi, Benji, il reste Diana. Il reste Diana, effectivement, Diana qui est revenue et donc à l'origine, ils avaient décidé de créer cette conférence pour essayer de faire une conférence qui soit un petit peu différente de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le paysage des conférences du test français en tout cas. C'est de là qu'est née un petit peu cette idée de la Paris Test Conf. Il y a plusieurs principes sous-jacents à la Paris Test Conf qu'on aura sûrement l'occasion de détailler un petit peu après, puisque ce sont les principes qui ont aussi fondé l'association. Entre autres, il y a une volonté d'être inclusif, une volonté d'apporter un regard un petit peu différent sur le métier de la qualité au sens large, essayer d'avoir un petit peu une vision qui soit peut-être un petit peu moins corporate que ce qu'on a pu avoir aujourd'hui parmi
parmi les conférences, chez conférences de la qualité en France en tout cas. Voilà, faut savoir que moi je rejoins la PTC à la 2e édition. J'ai pas pu participer à la première. Je crois que parmi mes estimés collègues ce soir, il y en a qui avaient effectivement participé à la première édition, donc qui avaient vu de leurs yeux même un petit peu à quoi ça ressemblait. Benji, je pense à toi, effectivement. Moi, j'étais effectivement présent à la première édition. J'ai accompagné les organisateurs, mais plus pour la gestion des questions. Donc, j'étais pas organisateur, mais ils avaient besoin ils cherchaient un outil, en fait, à l'époque, travaillant chez Taxoon. C'est un outil qui pouvait répondre aux besoins qu'ils avaient. Donc, c'est comme ça que je m'étais, moi, rapproché d'eux. Et c'est ce qui fait que l'année d'après, j'avais proposé une conférence qui avait été retenue. Et la 3e année, par contre, j'ai rejoint le comité d'organisation. Et je crois que c'était à peu près à ce moment-là, Simon, que tu avais rejoint aussi. Exactement, Alors, même je sais timing. plus si moi, de Sandler, c'était pas aussi au même timing. Ah non, moi c'est beaucoup plus tard. Donc, Ok. un sprint un peu plus long. Non, mais ça répond de manière complète à la question. Thomas, t'as peut-être un sujet que tu veux rajouter dessus, non? La parité Esponge, je l'ai découverte lors de la première édition parce que j'étais participant et c'est vrai que comme dit Simon, c'était vraiment une conférence différente de celle qu'on peut connaître, je veux dire en France sur la qualité, sur le test. Les talks qu'il y avait eu, m'avaient permis de mettre aussi en place des choses. Donc franchement, c'est vrai que c'était assez intéressant. Étant donné que là pour le coup on parle de première édition, 2e édition, 3e édition, on parle encore des débuts. Si on est à la 6e édition, c'était quand même voilà il y a quelques années. Est-ce que vous avez noté un changement entre ces premières éditions et celle de l'année dernière, par exemple? Est-ce que vous avez vu une évolution en termes de participation, en termes de sujets proposés? En termes de participation, en 2020, il y a eu un joli virus qui a fait que en fait tout était à distance. Ça me dit rien. Ça te dit rien? Ça me dit rien du tout. Ok. Il y a eu 3 éditions qui ont eu lieu en distanciel, si je peux dire, et voilà. Du coup, au niveau participation, je pense que c'était un peu plus difficile d'estimer le nombre de personnes qui suivaient les conférences. Par contre, c'est vrai qu'entre entre la première édition, donc qui était vraiment en présentiel, et la suivante, donc la 5e en 2023, on a eu quand même eu 100 personnes de plus qui ont participé. Et, on était sold out et même à quelques jours de la conférence, on nous demandait s'il y a encore des places et les gens voulaient venir. Donc il y a eu un engouement très fort autour de la parité Conf. Bon là cette année, on vise un peu plus de monde et voilà, on aimerait bien avoir dans les 350, 400 personnes. Mais oui, on voit qu'il y a vraiment un engouement. Enfin, moi, je sais qu'autour de moi, les gens, quand ils m'en parlent, voilà, ils prennent pas leur place tout de suite parce que voilà, ils connaissent pas trop les intervenants. Mais par contre, voilà, ils disent, quand ce sont les intervenants, oui, je viendrai, quoi. Donc, on voit qu'il y a quand même un engouement autour de. Oui, je suis assez d'accord. En fait, des échos que j'ai de personnes qui me contactent dans le cadre du podcast, on met systématiquement en parallèle JFTL et Paris Test Conf. Je pense que par les professionnels du Ouais. C'est beau. par les professionnels du secteur et par les personnes qui découvrent un petit peu le test logiciel, parce que c'est surtout pour ça que les gens me contactent. Quand ils recherchent des ressources pour se renseigner, pour comprendre comment fonctionne le milieu, etc. Quand on me parle de conférence, on me parle de la JFTL, on me parle de la Paris Test Conf. Je pense que plus le temps passe et plus effectivement c'est connu et ça grandit et c'est super, quoi. Compléter là-dessus, pour moi, les 2 conférences sont vraiment complémentaires. Il y en a une qui va s'adresser vraiment à une typologie du monde du test qui est plus orientée éditeur, un peu managérial. Tu vas aller prendre des takeaways, mais qui seront peut-être pas aussi pragmatiques immédiatement dans ton quotidien, même si c'est intéressant sur le moyen long terme côté JFTL. Et c'est vrai que les conférences côté Paris Test Conf, je pense, sont plus orientées retour d'expérience, pragmatisme, mise en œuvre assez immédiate. Et moi, tu demandais qu'est-ce qu'on a vu comme évolution. Moi, je note quand même 2 évolutions majeures entre la toute première édition et ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est déjà beaucoup plus de femmes proposent des conférences. Vraiment, quand on regarde la première, je crois qu'il devait y avoir une femme sur le papier et encore elle était accompagnée de 2 hommes. Là, on a beaucoup plus de conférences proposées et qui sont donc du coup mis en visibilité. Et aussi, c'est pas que des testeurs aujourd'hui. Si on regarde les typologies de métiers des personnes qui vont présenter, on a vraiment plusieurs typologies de métiers. On a des développeurs, on a des testeurs, on a des designers, on a des spécialistes de la sécurité performance qui sont un peu à cheval entre des mondes DevOps, tout ça. Et finalement, à travers la paritation, je pense qu'on a élevé un peu le débat justement sur le côté qualité. Je fais un peu la transition avec l'association, mais sur le côté qualité parce que justement,
on se rend compte que le test est un outil, mais n'est pas suffisant, il se suffit pas lui-même, et on sent que les gens recherchent à aller au-delà du simple test. Je pense que l'agilité a beaucoup contribué aussi à réduire les barrières entre ces différents métiers, et je trouve que ça se voit particulièrement à la Paritas Conf. Ok. Au niveau des conférences aussi proposées, la première édition, je viens de revérifier, il y avait sept talks qui étaient présentés. L'an dernier, on en avait 11, donc ça fait quand même 50% de plus. Là, on en propose 18, 15 et 3 ateliers. Donc, enfin voilà, c'est si tu veux entre la première édition et là la sixième, on a quand même multiplié par 2 le nombre d'intervenants. Donc, ce qui est quand même pas mal, quoi. C'est quand même énorme, oui. Oui, clairement. Du coup, tu parles d'intervenants, mais il y a aussi le nombre de personnes qui sont intéressées pour venir parler à la Paritas Conf. Cette année, on a reçu beaucoup de propositions. Oula, oui. Des choses... Combien? 62 cette année. 62. C'est pas vrai. 62, ouais. L'année dernière, on était à 37, 38, quelque chose comme ça. Ouais. Donc on a quasiment doublé. Waouh. Ouais, ben, on s'attendait disons. pas du tout à ça. Hein. Ça a été un peu une surprise pour tout le monde, clairement, dans le comité de relecture. Ouais. Et vous avez beaucoup communiqué dessus ou non? Pas plus que l'année d'avant? Au niveau communication, c'est ce que tu as pu voir, je pense, sur LinkedIn, parce que finalement, Ouais. on a 2 leviers de communication, LinkedIn et Slack, grosso modo. Donc, on a arrêté notre Twitter parce que voilà. Par contre, il y a un troisième levier qui est lui invisible. Ouais. C'est qu'on a été beaucoup chercher aussi des connaissances chez nous, faire rayonner par contact indirect, on va dire. Anne-Laure en a fait beaucoup. Moi, j'en ai fait quelques-uns, et du coup, par contact indirect, finalement, ça va rayonner. On a dit, elle est très engagée aussi au niveau local à Bordeaux dans des organisations. Mine de, ça aussi, ça met de la visibilité et ça donne des envies à certaines personnes d'aller proposer un talk qu'ils ont fait en localité, et ils veulent le proposer à un niveau plus national. Et c'est l'occasion, quoi. Du coup, ça nous apporte des sujets super variés. Enfin, là, on a eu vraiment des sujets qui touchaient à tout sur la qualité dans le sens large des choses. Ça a été compliqué après de faire un choix. Pour revenir sur le bouche à oreille, ce qui était assez positif, c'est que quand je parlais à certaines personnes qui sont habituées à faire des conférences en leur disant, il y a la Paritas Conf, le call for paper, l'appel à soumission est ouvert. Est-ce que t'as pas quelque chose qui pourrait, mais moi je fais pas de test. Genre, tu fais pas de test, toi? Mais si, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et en fait, il y a plein de choses qui se rapprochent de la qualité ou du test et les gens se rendent même pas compte. Et je pense que c'est aussi grâce à ce bouche à l'oreille et grâce au fait de commencer à mettre justement des acteurs en dehors des QA qu'on arrive à faire rayonner aussi dans d'autres milieux professionnels. Complètement. En tout cas, c'est une super nouvelle. Donc via la Paritas Conf. Merci. Alors, en parlant justement d'association, tu as commencé à l'évoquer tout juste du bout des lèvres, Benjamin. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de basculer vers le statut association, vers une structure d'association? Pour les sous. C'est pragmatique, mais oui. C'est vrai. C'est une blague sans être une blague, en fait. La Paritas Conf, elle a pu se construire grâce à un partenaire financier qui est Agile-France. Ceux qui avaient organisé cette toute première édition n'auraient pas pu la faire sans eux, et c'est eux qui les avaient accompagnés. Ils nous ont réaccompagnés. Ils ont redonné leur confiance l'année dernière, en 2023, quand on a repris le présentiel, et sans eux, elle n'aurait pas eu lieu non plus. Et cette année, ils continuent de nous accompagner aussi, parce qu'elle n'aurait pas lieu non plus cette édition sans eux. Pourquoi? C'est parce que quand on organise une conférence, il faut du cash pour démarrer. Le démarrage d'une conférence de l'ampleur de la PTC, c'est 10 000 € à peu près à mettre sur la table avant même d'avoir vendu le premier billet, grosso modo. Cet argent, il tombe pas du ciel. Et quand la structure associative, on peut pas l'inventer, cet argent. Donc, c'est ce qu'Agile France permet de faire. Pourquoi on a voulu créer l'association? C'est pour gagner justement en indépendance, parce que grâce à une structure associative, on peut récupérer les bénéfices. Donc, on a pu récupérer ceux de l'année dernière. On espère faire des bénéfices cette année, et le cumul des deux va nous permettre, du coup, l'année prochaine, de ne plus dépendre d'Agile France. Ils nous ont beaucoup aidés et on les remercie énormément. Mais à un moment donné, c'est plus facile quand même d'être autonome, que ce soit avec les personnes qu'on a en direct pour les payer, les prestataires autres. Dès qu'on dit, on est Paritas Conf, mais en fait, ceux qui vous payent, c'est Agile France, il y a une petite prise de recul. Tu vois, c'est comme toute personne qui dit, mais attendez, c'est qui paye et tout. Donc, c'est quand même plus facile. Et ça nous permet aussi de prendre des décisions. Aujourd'hui, avec Agile France, il n'y a pas de sponsor, par exemple. Si demain, on voulait évoluer avec
d'autres moyens de financement. Si le conseil d'administration et les organisateurs voulaient évoluer, avec Agile France, on pourrait pas. Avec une structure associative, on aurait déjà plus la main de quel choix on veut mettre sur la table. Donc c'est ça un peu qui a motivé en premier lieu la création de l'association, pouvoir gagner en indépendance financière dans un premier temps, et puis donner les clés finalement, parce que par le côté associatif, donner les clés à qui a envie de contribuer en fait à la parité SCONF. C'est pas juste quelques personnes dans un coin entre guillemets qui disent toi tu rentres pas, pour paraphraser un sketch. C'est le monde associatif. Donc tout le monde peut devenir membre de l'association. Les statuts permettent à chacun de devenir membre de l'association. Et quand on est membre de l'association, on peut aussi avoir envie de rejoindre le conseil d'administration et finalement venir œuvrer dans ce cercle vertueux associatif à la parité SCONF. Et donc c'est ouvert à qui a envie de participer. Donc c'est aussi ça, redonner les clés finalement à la communauté. Et voilà, nous on est là aujourd'hui, on restera peut-être pas 20 ans, j'espère que la parité SCONF durera 20 ans. Voilà, ça permet de donner une structure juridique qui peut perdurer après le Claire. Ouais, oui, je voulais vraiment insister sur ça. C'est ce que disait Benji à la fin là. C'est vraiment dans la droite ligne un petit peu des principes qui sous-tendaient la PTC, qui sous-tendent toujours la PTC et qui ont façonné aujourd'hui la FQT. Cette volonté vraiment d'essayer de faire un truc propre, un truc bien, un truc qui parle à tout le monde, un truc qui soit accessible à tout le monde, qui permette à tout le monde de s'exprimer. La formation de cette association, c'était pas vraiment possible. Au fur et à mesure des années, donc là, moi, ça va être la 4e édition que je participe à organiser. Les précédentes, comment on faisait, à chaque fois qu'on avait une orga, il y en avait qui partaient, puisque c'est quand même du boulot, donc peut-être ils se rendaient compte que ça les intéressait pas, ou alors ils avaient la vie qu'ils faisaient. Du coup, on faisait des appels un petit peu, en public. Qui est intéressé pour rejoindre l'orga? Ça avait pas forcément une grande visibilité, ça touchait peut-être pas tout le monde. Là, avec cette structure d'association, on espère en tout cas avoir un peu plus de visibilité, ce qui permettra peut-être à plus de monde d'être intéressé, de participer et d'avoir du poids en fait dans les décisions de la FQT, que ça soit en rejoignant le bureau ou pas d'ailleurs, rien que le fait d'être membre de l'association, déjà, c'est participer à la vie de l'association, c'est être au courant de la vie de l'association aussi, être au courant de ce qui se passe, parce que c'est vrai que on essaye de faire de notre mieux pour communiquer, mais ça prend du temps de communiquer. Par exemple sur la newsletter, on envoie, je sais pas, peut-être 5 newsletters par an. Donc c'est bien déjà. C'est bien, mais à chaque fois, c'est du boulot, c'est qu'est-ce qu'on leur dit, etc. On veut pas non plus passer pour des floudeurs. Donc voilà, il y a cette volonté quand même d'essayer d'être plus visible, d'être plus accessible, d'être plus ouvert au monde et de permettre à tout le monde de participer. Pour moi, c'est hyper important en tout cas. C'était quelque chose qui m'a donné envie de rejoindre la PTC et qui m'a donné envie de partir sur la FQT quand on a commencé à en parler, je pense il y a 2 ans, quelque chose comme ça, 2-3 ans. Le sujet a commencé à être mis sur la table. D'accord, ok. Donc dans tout le processus de maturation justement pour pouvoir faire naître cette association, comment est-ce que vous vous y êtes pris pour intégrer ça déjà dans votre quotidien, mais est-ce que vous vous êtes assis un jour en disant ok, on va créer une association parce qu'on a envie de faire ça. Maintenant, comment est-ce qu'on s'organise? Enfin, comment concrètement est-ce que vous vous y êtes pris? C'est parti des sous. Ouais, en fait, la blague. effectivement, non, mais t'as raison, Benjamin, c'est ça. Et effectivement, quand on préparait la 5e édition, on avait des devis qu'on devait faire signer, on devait donc demander à Agile France de les signer, nous les renvoyer, ainsi de suite. Et potentiellement, ça pouvait prendre du temps. Nous, c'est vrai que Benjamin et moi, on était sur la partie budgétaire, donc c'est vrai que par moment, on tremblait un peu des genoux parce qu'on disait mais si quand est-ce que ça va arriver, enfin voilà, je vais pas dire qu'on n'était pas serein, mais voilà, on avait toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête à nous dire est-ce que Agile France va nous suivre, voilà, même s'ils nous avaient dit qu'ils nous allaient nous suivre, on se posait la question quand est-ce que ça va être fait, ainsi de suite, est-ce que le prestataire va vouloir attendre. Et du coup on en parlait entre nous lorsqu'on préparait la 5e édition. Et à la fin de la 5e édition, on a attendu un peu, on s'est reposé parce qu'avec avec ce qu'on avait fait, on s'est accordé un peu de repos et on s'est mis autour d'un mythe et on s'est dit ok, on va faire une association, qui est d'accord pour nous rejoindre, quelles sont les valeurs, ainsi de suite. C'est vraiment les débuts de l'association, quoi. C'est comme ça qu'elle est née, quoi. Alors, je mettrais un petit bémol, parce qu'en fait, on avait commencé à parler association avant que j'arrive dans le comité, donc à la fin de l'édition 3, même peut-être avant. Et pour l'édition 4, on s'était posé la question. On a fait à distance, donc on n'avait pas de problème de sous. L'avantage de la distance, c'est qu'on avait quasiment rien à payer. Oui.
Du coup, on a dit c'est pas la peine de se lancer dans quelque chose d'associatif parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd administrativement. Et pour l'édition 5, on s'est reposé la question et comme Agile France a accepté de nous accompagner, comme ça s'était bien passé pour la première édition, on a dit ok, on continue avec Agile France et c'est à la 5e qu'on a enfin pris le temps de se poser pour commencer l'association. Ok. Non, je vais compléter. Ce sujet associatif, il est sur la table depuis la première édition. Moi, j'avais discuté avec Mimoun, qui est un des premiers co-créateurs de la Parités Conf, et c'est quelque chose qu'ils avaient en tête. Mais voilà, qui s'était dit comment on peut pérenniser finalement au-delà de la réunion d'individus, comment on peut pérenniser la conférence, comment on peut la protéger aussi, parce que ça donne ça aussi, l'association, quand il y a des statuts, on protège un petit peu d'une seule personne qui viendrait, entre guillemets, foutre la merde. Maintenant, quand il y a des statuts, c'est plus compliqué. Parce que il y a un processus qui est derrière, et derrière c'est du juridique potentiellement, donc ça protège. Donc ils en avaient déjà parlé, un petit peu au début, ça s'était pas fait, puis le Covid est passé par là, donc je pense que ça a complètement entériné cette idée-là de leur côté, forcément. Mais nous, on a bien vu, comme dit Thomas, que avec Agile France, on sentait des fois de l'incompréhension de la part des prestataires. Agile France a toujours bien répondu. Nous, c'était une inconnue pour nous, donc nous, on avait peur. Mais finalement, eux, ils ont toujours bien assuré en temps et en heure, et c'est vraiment un partenaire fiable. Mais par contre, les prestataires, des fois, ils comprenaient pas. Ils disent, mais attendez, je comprends pas, on a mis Parités Conf dans le devis, mais vous nous demandez de mettre Agile France maintenant. Et du coup, c'est con, mais ça peut casser une forme de confiance. Et quand on signe des devis de 10 ou 20 000 balles, c'est quand même des gros sous. Donc, on parle pas d'un truc à 200 € qu'on va acheter à la Fnac. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que cette année, on a pris le temps de passer le pas pour que l'édition de l'année prochaine puisse être faite complètement avec l'association. Ok. Bon. Donc le nerf de la guerre, en fait. C'est vraiment ça qui a lancé un peu le projet. Ouais. Okay. Alors, mais du coup, comment est-ce qu'elle est structurée là, l'association? Là, on est autour de la table, disons autour du micro. Je vous ai tous les quatre. Comment est-ce que vous l'avez structurée? Très classique d'association. Il y a un président, Benjamin, un trésorier, Thomas, Simon, un secrétaire, un conseil d'administration une fois par an. Et après, on a des membres, on a une cotisation qui est ouverte pour ceux qui veulent nous rejoindre. Et les gens qui organisent la Parités Conf ne sont pas uniquement les gens du bureau, on a aussi d'autres personnes qui nous aident à l'organisation, parce qu'à 4, ça serait compliqué. Et qui peuvent ne pas être membres de l'association. En fait, on n'a rien inscrit comme obligatoire dans il faut que je sois membre absolument et que j'ai payé ma cotisation pour organiser la Parités Conf. On voulait pas de ce modèle un peu totalitaire, entre guillemets. Non, il y a l'association qui vient protéger la conférence, mais en fait, une personne qui dit, moi, je suis prêt à donner de mon temps pour organiser la Parités Conf, mais je veux pas du tout m'inscrire dans un cadre associatif, en fait, c'est tout à fait possible. Et on veut absolument pas fermer cette porte-là, clairement. Maintenant, si elle veut en plus adhérer pour aider un petit peu financièrement par son adhésion à l'association, c'est un plus, mais c'est pas une obligation, en tout cas. Très bien, très bien. Donc moi, demain, je toque à votre porte. Je veux en faire partie. C'est tout bon, quoi. Quoi demain? C'est ça. Tu passeras une évaluation. Il est quand même tard, donc pas ce soir, mais. Je t'envoie le lien pour adhérer tout de suite si tu veux, il y a aucun souci. C'est parti. Ok. C'est pour aider à organiser la Parités Conf ou pour devenir adhérent? Peut-être pour aider à organiser la Parités Conf. Donc, t'auras un petit entretien quand même. Oui. Ah, j'aurai un petit entretien. Ok. Ok. Fais passer des petits entretiens juste pour bien faire prendre conscience aux gens qu'il y a un investissement quand même à la Parités Conf. On peut dire que fin d'année, on était quand même un petit peu bien chargé quand on a fait la lecture du programme. Je vais pas dire que c'était non-stop, mais la dizaine d'heures sur la dernière semaine, et elle en est quand même, je pense, pas loin pour être. Oui, donc il y a un engagement certain à mettre, et on essaye quand même d'avoir des gens qui acceptent de mettre cet engagement. Bien sûr. Non, mais après c'est comme n'importe quel projet. Je pense que voilà, faut pas faire les choses à la légère, et puis on s'engage auprès d'autres personnes aussi. Donc. Il y a quelque chose à préciser par rapport à l'engagement, c'est qu'on est tous bénévoles au sein de l'organisation de la Parités Conf. Donc on a tous un métier à côté, donc on fait ça en dehors de nos heures, donc soit le midi, soit le soir, comme là l'enregistrement. Donc voilà, c'est un engagement qui prend une partie aussi de la vie privée. Bien sûr. Et c'est ce que l'association permet aussi de mettre en visibilité, quelque part.
parce que c'est bien associatif, non lucratif, et c'est marqué dans le statut. On n'est pas payé pour faire tout ça, et il n'est hors de question que l'on soit rémunéré pour faire tout ça. Bien. Alors, j'allais vous demander un peu les principes et les valeurs de l'association, ce que vous souhaitiez défendre, mais en soi, dans le principe même de la parité seconde, je pense que c'est assez clair, c'est assez parlant, sauf s'il y a d'autres éléments que vous voulez mettre en avant. Oui, Ouais, il y en a ok. d'autres en plus de la parité seconde, en tout cas dans les valeurs qui étaient là dès la première organisation. Mhm. Il y a tout ce qui est inclusivité et diversité, et tout ce qui est aussi essayer de faire avec peu de déchets et de faire des choses dans l'air du temps par rapport à l'écologie. Dans l'organisation de la conférence en elle-même aussi, par exemple, cette année, on va proposer des repas végétariens. Ok. Des couverts recyclables, on a des gobelets recyclables aussi depuis quelques années. Et il y a peut-être d'autres choses que j'oublie par rapport à ce sujet-là. Il y a eu des décisions qui ont été prises, je pense, sur les goodies aussi, c'est-à-dire les tote bags, ce genre de choses, on essaie d'éviter. Voilà, il y a quand même, c'est à notre échelle, on va dire. C'est aussi le fait de se dire, bah, on peut le faire. Ça ne coûte pas moins cher de le faire. Donc pourquoi ne pas le faire, tout Mhm. simplement, puisque c'est nous qui décidons et ça fait en tout cas partie des principes qui nous ont séduits, puisqu'on est là aujourd'hui, on est là ce soir devant toi, c'est parce on s'est retrouvé un peu dans ces principes-là, et donc on essaye de les mettre en avant tant qu'on peut. Voilà, au sein de l'organisation de la parité qu'on fait. Et c'est peut-être un détail pour certains, mais moi je pense que ça parle quand même. C'est assez parlant de faire ces choix-là, c'est-à-dire que bah on va un petit peu jusqu'au bout du concept, ou en tout cas le plus loin que nous on puisse se permettre d'aller. C'est rigolo ce que tu dis, Simon, parce que au final, on pourrait penser que c'est simple, c'est extrêmement compliqué Oh, c'est de plus chiant qu'autre chose. faire sans. C'est vrai. C'est des trucs bêtes, mais nos t-shirts qu'on avait l'année dernière, trouver une société française qui fabrique elle-même les t-shirts en coton, ça a un coût, mais on voulait justement être dans le produit plutôt naturel, fait français, ce genre de choses. C'est pas du tout visible, hein. C'est presque une forme d'ego interne de se tenir à ce genre de principe. Mais en fait, ça correspond à nos valeurs aussi individuelles. Donc on essaye. On sera pas parfait sur tout, hein. Donc si quelqu'un cherche la petite bête, il la trouvera. Attention. Ouais. C'est malheureusement difficile. Cette année, je sais qu'on passe par un traiteur. Il nous a proposé d'amener également ses propres gobelets. On sait que ça peut être terrible. Nous, on a les nôtres. On n'a pas encore échangé, discuté sur on veut mettre les nôtres parce que c'est du recyclé, recyclable et autres. On n'est pas à l'abri qu'il sorte quand même ses petits gobelets dans son coin parce que c'est sa prestation de base et trucs tout bêtes. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'eux. C'est toujours des combats permanents, et ce qui pourrait penser être simple, bah en fait, ça demande beaucoup d'efforts. Le diable se cache dans les détails. Toujours. Ouais. Toujours. D'accord. Alors, ce serait quoi les objectifs à court terme? On va en parler juste après. Moyen terme et long terme du coup de l'association. On a évoqué tout à l'heure le fait que voilà, si dans 20 ans vous ne faites plus partie de l'association, on a envie qu'elle dure. On a évoqué le fait qu'elle avait grandi entre le démarrage et là maintenant. C'est un truc qui est vraiment en train de grossir pour le coup. Qu'est-ce que vous avez comme ambition? Ah, c'est une bonne question, ça. Moi, je dirais que l'objectif n'est pas d'être le plus ambitieux possible. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je cherche pas à avoir je cherche pas à avoir la conférence qui a le plus de participants, tu vois, par exemple. Parce qu'à un moment donné, ça me pose d'autres questions. Tu vois, on parlait des valeurs. Quelque part, à un moment donné, atteindre une certaine taille fait que ça te permet de rester dans ces valeurs en termes d'organisation, en termes de choix de ce que tu me proposes. Et de vouloir être trop gros, bah, à un moment donné, tu bascules dans une forme d'industrialisation qui peut être compliquée et te détruire tes valeurs. Donc, est-ce qu'il faut absolument qu'on grossisse le plus possible? J'en suis pas convaincu. Et pour moi, l'association doit aider à accompagner la conférence justement à trouver le bon équilibre entre les valeurs et quand même avoir suffisamment de bénéfices pour pouvoir organiser une session, la session de l'année d'après, en fait, et voir peut-être même améliorer. Et par améliorer, j'entends plus de services. Elle a parlé d'inclusivité, comment on peut rendre plus accessible des conférences à certains types de handicap. Nous, on n'est pas des experts là-dessus, donc du coup, ça a un coût potentiellement. Bah, s'il y a des bénéfices, ça peut aider à aller venir justement chercher des prestataires qui peuvent nous accompagner là-dessus, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est plutôt ça
les objectifs moyen terme, c'est de trouver profiter des bénéfices pour pouvoir améliorer la conférence, peut-être baisser les prix aussi. Cette année, on a fixé un prix parce que entre l'inflation et puis tout ça, c'est là. Mais c'est pas une obligation de rester tout le temps avec tel prix pour faire toujours le plus de bénéfices possible. Pour moi, c'est pas l'objectif de faire le plus de bénéfices possible. Le but, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour qu'il y ait ce cercle vertueux, en fait, et de l'amélioration continue. Donc, moi, c'est ma vision, en tout cas. Ok. Alors, le sens de la question, c'est quelles sont les ambitions? Pas forcément grandir. Donc, je pense que vos deux réponses ne sont pas incompatibles, mais je t'en prie, Thomas. Moi, pour la prochaine édition, c'est faire un carton plein, c'est que les gens viennent, c'est que les gens repartent aussi de la conférence avec des choses à mettre en pratique, je vais pas dire le lendemain, mais dans le futur, c'est que les gens soient contents aussi de la conférence, c'est que les gens aient envie de revenir l'an prochain, parce que si les gens nous disent c'est nul et j'ai pas envie de revenir. C'est vraiment ça l'ambition. L'ambition, c'est vraiment de la réussir cette année, que ça soit comme la dernière édition. De la 5e édition où tout le monde était content et j'ai eu des gens sur LinkedIn qui sont venus me voir en me disant c'était cool, c'était super sympa ce que vous avez fait. Ça fait plaisir à lire et à entendre, parce que comme on disait tout à l'heure, on est tous bénévoles, quoi. On prend sur notre temps perso pour mettre ça en place, et franchement c'est super agréable à entendre. Tous les billets vendus d'ici vendredi, et puis voilà, quoi. C'est ça, Thomas. Écoute, challenge. Je sais pas quand est-ce que va sortir le podcast. Vendredi, à mon avis, c'est mort. Là, ça va être un peu compliqué, mais on y croit. La semaine prochaine, sauf si je suis motivée ce week-end pour faire le montage, mais ça va me prendre un peu de temps. Dire sur ça va rejoindre un petit peu ce qu'on dit depuis le début de l'enregistrement. Il y avait cette volonté donc d'être indépendant, entre autres financièrement, pour pouvoir se créer ce fonds de roulement, et le fait aussi d'avoir cet argent-là pourrait nous permettre, alors j'utilise bien sûr du conditionnel, mais pourrait nous permettre peut-être de faire autre chose que la Paris Test Conf. Aujourd'hui, la FQT, c'est la Paris Test Conf à 100%. Il n'y a pas de questionnement. Mais si demain, on veut peut-être proposer autre chose qu'une conférence centrée, ou en tout cas qui se déroule à Paris, qui a un rayonnement purement sur la qualité, peut-être qu'on pourrait faire autre chose, d'autres formats, à d'autres endroits, essayer peut-être de créer de l'émulation en province, entre guillemets. Alors je dis ça, je suis de la province, mais je sais qu'on en a parlé entre nous quelques fois par le passé, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire d'autre que la PTC. Aujourd'hui, notre temps est intégralement dévolu à l'organisation de la Paris Test Conf. Peut-être que ça pourrait changer avec cette autonomie financière, le fait qu'on puisse choisir nos propres règles. Tout à l'heure, Benji parlait du fait que Agile France, par exemple, c'est 0 sponsoring. Peut-être que le fait qu'on soit indépendant nous permette aussi d'avoir un peu plus de latitude à ce niveau-là, et peut-être d'organiser autre chose, organiser différemment, mais de garder peut-être la Paris Test Conf comme on l'a fait aujourd'hui. Enfin, il y a, je pense, plein de possibilités. Aujourd'hui, on n'est absolument pas fermé. Aujourd'hui, c'est vrai que ce que je disais, c'est la PTC, mais on n'est pas fermé, et on n'est pas fermé non plus aux suggestions d'ailleurs. Mais il peut se passer plein de choses. C'est ce que permet la structure associative. Tout à fait. Les gens qui veulent rejoindre l'association parce qu'ils ont des bonnes idées ou autres, et veulent mettre ça sur la table et veulent pousser le sujet et autres, c'est la bonne structure, je pense, pour faire émerger tout ça. C'est ça, c'est vraiment un incubateur. L'idée, c'est d'avoir une base solide d'un point de vue juridique, d'un point de vue financier, et puis après, on va essayer de faire éclore des choses, de nouvelles idées. Peut-être ça se fera pas, peut-être ça se fera, on ne sait pas. L'idée, c'est au moins d'avoir la possibilité de le faire, de se dire c'est possible. Bien sûr. Toujours plus intéressant quand on sait qu'on a des choix qui s'offrent à nous, et clairement, c'est quelque chose qui nourrit. Oui. Ouais. Tout à fait. Et le fait de se dire, j'ai envie de lancer un truc et j'ai besoin d'avoir d'un petit fond de roulement, ou j'ai besoin de pouvoir communiquer de façon très très large, donc d'utiliser des canaux de communication qui sont peut-être plus coûteux qu'une simple newsletter. Enfin, on peut imaginer plein de choses. On peut aujourd'hui, ce statut, la FQT en tout cas le permet, là où notre petite organisation informelle de gens qui étaient plus ou moins disponibles, ne le permettait pas du tout, en tout cas pas sous la forme que l'on avait jusque-là. Voilà, la FQT nous libère. Ok, super. Alors, j'aimerais revenir très rapidement sur la partie financement.
Agile France finance, pour le coup, la conférence. Là, dans le cadre de l'association, comment est-ce que ça va se passer? On a mentionné tout à l'heure les personnes, du coup, qui allaient adhérer à l'association. Agile France va rester en place, continuera à aider sur cette partie financement. Les ventes, du coup, des billets pour la Paris Test Conf, j'imagine que c'est une partie aussi. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ou est-ce que c'est vraiment ces 3 éléments-là? À l'heure actuelle, en fait, effectivement, les rentrées d'argent, entre guillemets, c'est uniquement sur la vente des billets. C'est pas, il n'y a pas d'autre chose. Ok. En fait, c'est sous l'égide d'Agile France, pardon, voilà. Et derrière, effectivement, le bénéfice, donc, il y a eu un bénéfice lors de la 5e édition. Voilà, Agile France en a gardé, enfin, suivant les statuts, voilà. Donc, vous en a reversé une partie. Donc, ça, c'est sur nos comptes de l'association. Pour la prochaine édition, la 6e édition qui va arriver, c'est exactement la même chose. L'édition, on sera totalement autonome et donc le financement, ça sera la vente de billets et les adhésions. Ouais. Sachant que les adhésions sont, enfin, c'est un montant aujourd'hui qui est extrêmement, qui est relativement bas. Ouais. C'est anecdotique dans le budget de la BTC, clairement. Et les adhésions, on va dire que c'est plus pour gérer le fonctionnement de base de l'association. Ouais. Donc, on va dire les outillages, nom de domaine, ce genre de choses est insuffisant pour gérer ça, parce que ça fait, cette année, on vise quoi, une dizaine de membres, parce que, on sait très bien que quand ça démarre, on est déjà 9. L'association, on n'est pas non plus, on 300 000 d'un coup. On est 9. Avec Nankeda, ça fera 10. Voilà. Non, mais voilà, on est autour de 200 €. Donc, 200 €, ça paye des noms de domaine, des hébergements de sites web. Bon, vraiment, la base du fonctionnement de l'association, ça paye même pas la domiciliation. Parce qu'on est une entreprise de domiciliation pour être sûr qu'on a une adresse bien unique, vu qu'on est tous répartis en France. Par contre, effectivement, comme dit Thomas, la partie billetterie, c'est vraiment ça qui finance la Paris Test Conf. Vraiment, c'est le seul et unique moyen de financement. Agile France agit comme une banque qui avance de l'argent sous forme de prêt à taux zéro. Donc, c'est eux qui prennent tous les risques financiers. C'est le deal qu'il y a avec Agile France. C'est qu'ils disent, nous, on est une structure où on est capable d'engager un certain budget pour vous accompagner. Et si c'est un échec, on va prendre sur nous l'échec financier. Par contre, la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de PTC l'année prochaine. Non, mais soyons juste réalistes. Oui, tout à fait. Ils nous accompagneront pas. Voilà, tout simplement. Ils nous accompagneront pas. Et nous, on n'aura pas l'argent de toute façon pour en démarrer. Donc, c'est fini. Au revoir, messieurs, dames, on plie les gaules et on rentre à la maison pour couille, hein. C'est fini. C'est ça. Donc, c'est bien, effectivement, le succès du nombre de personnes présentes par rapport à la billetterie, qui permet de pérenniser d'année en année, finalement. Non, c'est pour ça qu'Agile France nous a réaccompagnés cette année, parce qu'ils ont plus de succès l'année dernière. Donc, ils se sont dit, il n'y a pas de raison que ce que vous avez mis sur la table en termes de nombre de personnes que vous espérez avoir, à savoir 400, que ça ne se fasse pas par rapport à 250 l'année dernière. Et ils croient en notre projet. C'est pour ça qu'ils ont pris ce risque financier et qu'ils vont nous accompagner. Donc voilà. Et l'année prochaine, par contre, justement, avec les bénéfices des deux, normalement, la somme des bénéfices fait que on a suffisamment d'argent pour démarrer en autonomie. Peut-être que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un billet à peu près de 10 000 en démarrage, sûrement d'un seul billet. Normalement, on devrait avoir cette somme-là pour pouvoir démarrer en toute autonomie. Mais pareil, d'une année sur l'autre, il suffit d'un événement qui marche pas et c'est fini, dans ce modo, parce que les budgets sont tels que, tu te relèves pas. Ouais. Oui, Agile France, là, l'année dernière, ça a très bien marché. Donc, Agile France, en fait, nous avait accompagnés, c'est à récupérer la somme, entre guillemets, la somme qu'ils avaient avancée pour payer le traiteur, pour payer la salle. Et puis, ils nous ont reversé l'excédent. Mais, voilà, rien n'est garanti pour cette année. Après, c'est vrai que je pense que, dans un certain sens, ils avaient pris plus de risques l'année dernière, parce qu'on sortait de 3 ans de Covid. C'était une tentative de retransformer l'essai en repassant au mode présentiel. Il y avait aucune garantie que ça marche, et ils nous ont accompagnés, ils ont pris ce risque-là de nous accompagner. Là, cette année, comme disait Benji, ils ont vu un peu ce que ça donnait l'année dernière, donc peut-être que le risque était un peu plus mesuré, on va dire. Mais on n'est pas à l'abri. Je sais que l'année dernière, je crois que c'est Anne-Laure qui en a parlé tout à l'heure, en termes de vente de billets, on était relativement serein, moins, et puis ça s'est, sauf Benji, voilà, mais il faut dire que ça s'est accéléré sur la fin, de fou. Et non, voilà, jusqu'à 3 semaines avant.
Moi, Avec j'ai un Benjamin, on pacemaker était pas depuis l'année sûr. dernière. Jusqu'à, on va dire, un mois avant le début de la conf, on n'avait pas sold out ni rien, et en fait, ça s'est accéléré de fou sur la fin. Et après, oui, comme disait Thomas, il y avait des gens qui nous demandaient encore s'il restait des places. Donc voilà, aujourd'hui, Agile France nous accompagne, mais l'année prochaine, après, on aura à la fois, on aura ce fonds de roulement qui nous permettra d'avancer cette certaine somme, qui est en gros, c'est le traiteur et la salle. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi autre chose, qui est que, l'année dernière, on était à la Maison des Associations. Cette année, on est encore à la Maison des Associations. La Maison des Associations, donc, a une configuration de salle qui permet un certain nombre de personnes, un certain nombre de tracks, etc. Peut-être que si on continue à essayer de viser plus haut, il nous faudra passer sur un autre environnement. Et du coup, ça sera peut-être pas le même prix. Donc voilà, il y a pas mal d'inconnus aujourd'hui. Je Il n'y a pas que viser confirme. plus haut, c'est aussi en fonction des retours. Si les gens cette année disent c'était bien, mais en termes de configuration de salle, on a trouvé que ça aurait été mieux comme ceci ou mieux comme cela, ça peut aussi permettre de dire en fait la masse était plus appropriée pour les attentes des gens et qu'il faut changer. Donc oui, les prix sont pas les mêmes. La masse, c'est la maison des associations à Paris. Donc du coup, ils accompagnent les associations pour organiser des événements et du coup, il y a des prix plutôt attractifs qui accompagnent, mais ça va aussi avec des salles qui ne ressemblent en rien avec le Beffroi, par exemple, pour Les GFTL. Beffroi de Montrouge, qui est, tu sais, côté JFTL. On n'est pas, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans les mêmes montants. J'ai pas été à regarder. Non, Le Beffroi, je confirme, on n'est pas dans les mêmes montants. je pense que juste le Beffroi, ça doit être, à mon avis, juste le budget de la totale de c'est juste le Beffroi. Bon, après, c'est aussi qu'est-ce qu'on veut. Voilà, on est sur des billets beaucoup moins élevés aussi. Alors, qu'on puisse, parce que là, je pense qu'on a tous en tête le tarif de la parité Sconf, mais pour les personnes qui ne sont pas au fait, qui ne connaissent pas la parité Sconf et qui nous ont écoutés en tout cas jusqu'ici, c'est combien? Trésorier. C'est 200 € le billet. 200 €, Voilà, plein tarif. voilà, plein tarif. Sachant qu'on avait mis en place un tarif super early bird à 100 €, un tarif early bird à 150, et donc ça c'était avant l'annonce du programme. Et à l'annonce du programme, effectivement, les billets étaient vendus et du coup, voilà, il ne reste que des billets plein tarif à 200 €. Pour donner un ordre d'idée, donc pour les personnes qui ne connaissent pas les tarifs de la JFTL, la dernière fois que je suis tombée là-dessus, c'était autour de 700 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc effectivement, on n'est pas du tout sur la même chose. 100 € pour les 2 jours aussi, je pense. 700 € pour les oui, 2 jours, ouais. Je vais être juste Oui, avec eux et pas leur pour la faire une totalité. mauvaise Non, com. t'as bien raison de le préciser. Ouais. Je crois que la journée des tutoriels je vais mettre au conditionnel parce que j'ai plus le prix exact, mais je crois que c'est autour de 300 ou 350 € la journée du mardi uniquement. Donc voilà, donc il y a un écart de presque 100 ou 150 €. Mais n'oublions pas aussi que plus il y a de personnes présentes, plus l'écart est significatif. Aujourd'hui, à 400 personnes, on met 200 € pour avoir suffisamment de bénéfices. Mais si, comme dit Simon, si imaginons l'année prochaine, on dit 500, c'est une taille qu'on pourrait proposer parce qu'on a un lieu qui s'y prête. Plus on est nombreux, plus on peut se permettre aussi de baisser le prix si on n'augmente pas nos finances, les dépenses. Parce que au bout d'un moment, quand tu arrives à la limite, c'est bon, là on a atteint le nombre de billets suffisant pour vraiment payer la dépense qu'on pourrait projeter. Tout le reste, c'est du bénéfice en fait. Donc c'est là où on joue sur cette norme de prix, quoi. Et c'est pour ça que cette année, on a décidé de mettre 200 € avec des billets en early bird pour permettre à ceux dont ils savaient d'avance qu'ils allaient venir, de leur permettre de pouvoir payer moins cher en étant très très tôt finalement dans l'achat du billet. C'est un petit risque qu'ils prennent parce qu'ils n'ont pas le programme. Mais c'est en contrepartie, ils ont eu presque à 50% pour ceux qui ont acheté dès le mois de septembre. Voilà. Et nous, ça nous donne un peu de trésor et un peu de visibilité aussi. Donc, 100 billets déjà achetés, c'est pas mal déjà. Sans le programme, c'est pas mal. Oui, et puis je pense que les personnes qui prennent aussitôt, c'est qu'elles sont déjà, soit elles ont un FOMO de l'édition d'avant, donc elles n'ont pas envie de louper cet événement-là. Et je pense que c'est important de préciser que c'est un moyen de rencontrer d'autres personnes qui font les mêmes métiers que nous, et c'est aussi un moyen de réseauter. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Bon, c'est pas le sujet, mais échanger avec des personnes du milieu, discuter de problématiques qu'on peut avoir au quotidien. En fait, si au sein de notre entreprise, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait, et pour ceux qui sont indépendants, si on n'a pas forcément l'occasion
d'échanger avec d'autres personnes qui sont indépendants aussi. C'est vraiment l'occasion de se rencontrer dans un contexte qui est sympa, prendre le temps de discuter de problématiques et d'autres. Et pour le moment, on ne parle que de la partie arrière, organisation, mais pour les personnes qui vont à la Parités Conf, c'est aussi pour ça qu'ils y vont, en dehors des sujets évidemment qui sont traités en conférence et dans les ateliers. C'est aussi un moyen de voir d'anciens collègues. Moi, je sais que j'ai d'anciens collègues qui viennent et franchement, c'est vrai que c'est de par on a changé d'entreprise et tout, on se voit pas beaucoup, on n'est pas au même endroit, mais on se dit il y a la Parités Conf et ça nous permet de se revoir et franchement, c'est vrai que c'est Et on peut préciser cette année qu'on a privatisé la totalité de la masse. L'année dernière, on était partagé avec d'autres personnes et d'autres sociétés qui étaient présentes dans des salles, notamment au premier et deuxième étage. Là, cette année, on a la totalité du bâtiment pour nous, sauf la partie administrative de la masse, parce que eux, ils bossent chez eux. Donc eux, ils auraient une toute petite partie qui leur est réservée pour la partie administrative de leur travail, en fait. Mais sinon, pour tout le reste, c'est complètement privatisé. Donc vraiment, il y aura que de la Parités Conf. Il y aura que de la Parités Conf cette année à la masse. Du coup, pour rebondir là-dessus, on a eu des questions d'ailleurs de personnes qui souhaitaient s'inscrire pour savoir s'il y aurait des moments de pause et s'il y avait des espaces où justement on pouvait avoir des discussions informelles. Donc oui, il y a des moments de pause, il y a la pause déjeuner, il y a une pause le matin déjà pour le bienvenue, l'accueil, il y a une pause dans l'après-midi et comme on a la totalité de la masse, il y aura de l'espace si vous voulez avoir des discussions privées entre vous. Bon, alors ça tombe bien que tu fasses cette transition. Comment est-ce que, parce que là je parle de la journée en elle-même. Okay. Comment est-ce que vous choisissez déjà les intervenants? Avec des fléchettes. On a un jeu de fléchettes. Oh là là. La question qui tue. Oui, c'est important qu'on comprenne un petit peu tout ce processus parce que on parlait du nombre de candidatures de papiers, de sujets qui ont été envoyés, donc plus d'une 60aine cette année. Comment est-ce que vous arrivez à départager ceux qui vont être sélectionnés? Puis, est-ce que ça diffère dans le cadre de l'association du fonctionnement précédent ou pas? Anne-Laure, je veux bien que tu continues parce qu'on t'a pas beaucoup entendu là sur ces dernières minutes. Alors, le fait qu'on soit une association n'a rien changé sur le processus de sélection. Par contre, le processus de sélection est modifié tous les ans, bonifié ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas est légèrement modifié tous les ans par rapport au retour qu'on a eu de nos précédentes expériences. En fait, il y a ce qu'on appelle un call for paper qui est ouvert pendant plusieurs semaines, auquel les orateurs et oratrices, en tout cas ceux qui souhaitent le devenir, nous envoient leurs propositions avec un titre, un résumé détaillé, quelquefois des slides, quelquefois des liens vers des vidéos, enfin tout ce qu'ils jugent pertinent de nous présenter pour nous donner envie de choisir leur sujet. Là, tous les membres d'organisation de la Parités Conf vont relire tous les sujets, vont noter tous les sujets, sauf ceux sur lesquels on s'estime en conflit. Conflit, c'est par exemple, tu as un ami qui a postulé, tu as quelqu'un qui est dans ta société, voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc on va relire toutes les propositions, noter toutes les propositions en fonction de certains critères. C'est là où j'ai dit que ça change selon les années. Parfois, on a fait des comparaisons entre les talks. Là, cette année, au début, on avait mis une note globale, puis finalement, on a rajouté des critères parce qu'on s'est rendu compte que la note globale, c'était pas assez fin. Donc une fois qu'on a tous relu et tous fait un commentaire sur chacune des propositions, là on va tous se réunir et c'est la partie dont parlait Benjamin tout à l'heure où on a passé beaucoup de temps. On va regarder les premiers, on va se dire bon ok, celui-là il est premier, est-ce qu'on est tous d'accord pour qu'il fasse partie de la Parités Conf cette année? Oui, non. En général sur les premiers c'est oui. Puis on arrive dans le ventre mou. Là, c'est un peu plus compliqué. Il y a des débats, il y a des discussions. Parfois, il y a des seconds votes sur ceux qui sont au milieu. Il y a aussi quelques critères qui font qu'en général, on essaye de faire en sorte qu'un orateur ou une oratrice ne parle qu'une seule fois. S'il y a le même sujet qui est proposé plusieurs fois ou des sujets très très proches, de n'en prendre qu'un seul, sauf si le point de vue est différent. Pour la diversité, on a eu de la chance cette année, l'an dernier, d'avoir beaucoup de propositions hyper intéressantes de femmes et d'hommes. Ça fait que du coup, on n'a pas eu besoin de faire de discrimination positive.
Est-ce qu'on a d'autres critères qui rentrent en compte? Parce que c'est vrai qu'il y avait tellement de choses. Ah si, est-ce que le sujet est déjà vu et revu ou est-ce que c'est novateur? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas trop sûr? Par exemple, pour les ateliers, on a recontacté pas mal de personnes qui nous avaient proposé des ateliers parce qu'on n'était pas trop sûr de l'organisation de l'atelier par rapport à nos salles. Combien de personnes vous pouvez accueillir, combien de temps ça va durer. Voilà. Et du coup, le processus de sélection, c'est très long et c'est très compliqué parce qu'évidemment, on n'est pas tous d'accord. On a tous des appétences différentes, on a tous des points de vue différents. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse du programme, c'est que comme on a tous des backgrounds différents et des intérêts différents, ben, on arrive à avoir quelque chose, je trouve, d'assez diversifié et d'assez complémentaire. Et il y a un piège dont t'as pas parlé, Anne-Laure, qu'on a essayé de déjouer aussi cette année. S'il y en a qu'un seul. C'est que faut pas choisir les talks qu'on aurait que nous, à titre personnel, envie de voir. Ouais. Faut arriver aussi à se mettre à la place des gens qui vont venir. Et typiquement, dans les talks qu'on sélectionne, des fois, on se dit, bah non, moi, celui-là, j'irai pas le voir, dans le sens où je pense déjà maîtriser le sujet, où ça me parle tellement que je préfère aller voir autre chose. Et c'est pas toujours facile de mettre de côté une forme d'ego, quelque part, pour se projeter sur les autres. Alors, c'est vrai que cette année, on a la chance qu'il y avait des personnes qui ont rejoint le comité d'organisation qui étaient un peu, qui sont nouvelles. Donc ça aide à obtenir cette fraîcheur aussi et d'éliminer ça. Mais c'est vrai que quand Simon, Anne-Laure et moi, ça fait quand même un petit moment qu'on y est, il y a ce biais-là de dire ah ouais mais ça, c'est toujours la même chose. Et en fait, on déconnecte un petit peu de oui, c'est toujours la même chose, mais il y en a qui recherchent encore ce sujet-là. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui vient nous le rappeler, bah oui, ça fait du bien, en fait. Donc c'est des pièges dans lesquels il faut pas qu'on tombe et qui est très difficile, je trouve, à écarter, à éviter. Donc c'est voilà, c'est dur, hein, c'est vraiment très dur ce passage de sélection. Hein. Ça prend beaucoup d'heures. Ouais, j'imagine. Et là, sur les 60 candidatures et quelques que vous avez eues, ça vous a pris combien de temps d'évaluer tout ça? Et on a commencé 15 novembre et on a envoyé les trucs le 31 décembre, je crois, pour le nouvel an. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste avant les vacances. Et faut se dire quand même que voilà, il y a eu 68, c'est ça, 68 propositions. 62, on en a retenu 18, c'est-à-dire que ça fait 44 qui ont été refusés, c'est beaucoup. Et il a fallu faire un choix et ça a été extrêmement compliqué. Là, on est 4 personnes devant toi, mais le comité de sélection, on est 10. On était 10 en tout, on est toujours 10 d'ailleurs, mais 10 personnes, enfin, plus tu mets de monde, plus tu, on va dire, lisses tes résultats, comme disait Benji, tu lisses un petit peu les gens qui expriment un avis un peu personnel, etc. Mais en contrepartie, c'est, comme disait Anne-Laure tout à l'heure, quand tu commences à taper dans les propositions où on n'est pas d'accord, voilà, c'est parti pour des heures et des heures. Je crois que la première session, parce qu'on a fait plusieurs, la première session de revue des notes, c'était 3 heures, c'est ça. C'était 3 heures. On s'est arrêté après plus de minuit. Il était plus de minuit, on commence à 21h. C'était la première session et je crois qu'on a regardé même pas 20 propositions, les 20 premières. Voilà, ça a été extrêmement long, ça nous a pris un temps fou. Et du coup, on a été obligé de recontinuer, de refaire, de reprendre, parce que c'était juste, voilà, c'est dantesque. Et comme on est 10 personnes, il y a 10 notes, t'as 10 possibilités de veto, t'as 10 voix qui peuvent s'élever, c'est très long. Mais pour nous, c'est nécessaire aussi d'avoir, entre guillemets, suffisamment de monde pour que les notes soient un minimum représentatives, comme disait Benji. Le fait d'avoir des nouvelles têtes, d'avoir un petit peu de sang neuf, permet aussi de s'assurer que les choix qui sont faits sont, pas impartiaux, parce que c'est jamais le cas, mais en tout cas le moins partiaux possible par rapport à la structure qu'on a décidé d'avoir, par rapport à ce qu'on décide de proposer à la conférence, à la PT6. À titre personnel, la revue avant cette fameuse réunion tous ensemble, moi, ça a été 3 soirées d'à peu près de 2 heures, 2 heures et demie. Sachant qu'on a fait deux tours comme ça, puisque dans le ventre mou, on a décidé de remettre une couche. Donc, je dirais bien que, il y avait dû y avoir 4 ou 5 soirées, moi, pour ma part, à titre personnel, qui ont été passées à revoir, noter, commenter, les talks. J'ai le temps total par les 10 personnes, donc on y a passé quasiment 20 heures en tout, voilà, ça, en cumulé. C'est juste le temps asynchrone, hein. Ah oui, c'est le temps les meetings. Oui, sans les meetings. Voilà, c'est vraiment juste le temps à noter.
C'est très long, et ça c'est la première session de notes. Voilà. Donc c'est un truc auquel on s'attend pas forcément. Ça fait bizarre la première fois, et puis après on s'habitue. C'est pour ça que voilà, cette année, comme tous les ans, à chaque fois on a dit, quand on a mis en place la session d'évaluation, c'est vrai qu'on a dit aux nouveaux, attention, ne vous y prenez pas 2 jours avant la date butoir, parce que ça va vous faire bizarre quand vous voyez que vous passez 4 minutes par 4, 5, 6 minutes par session, et qu'il y en a 62, que tu vois que ça descend pas, le pourcentage, les boules un peu, hein. Ouais, bah oui. Ouais, c'est du taf. Mais je pense que c'est hyper important. C'est bien parce que ça soulève aussi une question qui est celle de la transparence sur ce sujet-là, qui est une question qu'il faudrait peut-être qu'on aborde un de ces quatre. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye d'être le plus impartiaux possible, le plus voilà, proposer en tout cas une revue qui soit la plus proche de nos valeurs, et de proposer quelque chose qui parle à tout le monde et qui soit le plus ouvert possible. Ok. Après, en soi, je pense que ça, pour le coup, ça rejoint un peu ce que tu disais, Anne-Laure, tout à l'heure. C'est que on essaie quand même d'être dans quelque chose qui est équilibré, inclusif, où on fait attention quand même vachement. Et je pense que, a priori, vous êtes les membres fondateurs de cette association, et la manière de fonctionner, elle s'applique plus ou moins à tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Tout à fait. Très bien. Très bien, très bien. En tout cas, réponse très très claire. Merci pour ça. De manière globale, quel retour est-ce que vous avez eu, que vous avez jugé surprenant, parce que intéressant, tout est intéressant. Est-ce que vous avez eu des retours un peu surprenants sur la Paris Test Conf en elle-même, que ce soit des participants ou des intervenants? Ouais, je crois pas qu'on ait eu de retours particulièrement étonnants. On a eu peut-être de la chance à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de retours, on va dire, qui auraient pu nous choquer, nous gêner, que ça soit particulièrement négatif. Je crois qu'on a eu des retours l'année dernière. C'était surtout des retours, on va dire, ceux auxquels on va penser, c'est surtout ceux de l'année dernière, puisque c'était vraiment le retour au présentiel. On a eu des retours sur l'orga logistique en elle-même, avec les salles qui étaient pas forcément bien fichues, en particulier pour le repas. Je crois que c'est un peu le truc qui nous a marqué. Et d'ailleurs, cette année, je crois que on va avoir plus ou moins le même souci, même si on essaie de s'organiser un petit peu différemment, puisqu'on va diviser en 3. Non, oui, mais quand même. On n'est pas d'accord. La salle reste. Cette année, comme on a la totalité de la masse privatisée, on a divisé en 3, ouais. La partie repas, tous les moments de pause et tout vont pouvoir s'étaler dans la totalité du bâtiment, et pas juste uniquement dans la petite salle girafe. Petite, c'est une grande salle, mais c'est vrai que pour le coup, c'est trop petite. On est vite à l'étroit dans la salle girafe vu le nombre. Là, l'avantage, c'est comme ça sera étalé partout et qu'il y a personne d'autre, donc on gênera personne d'autre. On va pouvoir se répartir dans les différents étages, et ça permettra à chacun d'avoir de l'espace pour pouvoir profiter de cette pause. Dans les retours qu'on a vus, il y avait peut-être quoi? Après, c'était sur les sessions online. On avait eu des retours sur peut-être le timing qui était pas toujours bon. Je crois me souvenir sur le fait que il y a eu une édition où c'était au milieu de la journée, puis après on a fait non, au début c'était le soir, puis après on l'a fait au milieu de journée. De mémoire, justement, suite à des retours. Mais je crois pas qu'on ait eu de retour où on s'est dit, oula, celui-là, on va l'encadrer et le mettre sur le frigo, parce que celui-là, il nous fait vriller. Non, je crois pas. Et tant mieux, hein, vraiment, tant mieux. On croise les doigts, parce que ça voudrait dire qu'on a raté quelque chose. Et aujourd'hui, visiblement, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc cool. Moi, j'ai un feedback dont je ne citerai pas l'auteur, mais c'est une personne qui a postulé à la Paris Test Conf, et quand je lui ai dit je croise les doigts, il me dit c'est pas grave si je suis pas pris, parce que ça voudrait dire qu'il y avait des talks plus intéressants, et du coup je viendrai avec plaisir. Waouh. Très bon mindset. Et pareil, dans les retours positifs qu'on peut avoir, c'est le petit débat qui a été lancé il y a quelque temps sur justement la présence du nombre de femmes dans les conférences. Il y a eu la petite comparaison JFTL PTC, et c'est vrai, comme l'a dit Anne-Laure tout à l'heure, la chance de par le CFP et les propositions qui nous sont faites, de ne pas avoir à faire ni discrimination positive, et encore moins de se dire oh merde, comment on va faire, parce que ça s'équilibre en fait naturellement. Et ça, c'est vrai que c'est quand même une fierté, et je pense que les premiers organisateurs avaient déjà posé ce socle-là dès le départ. Mais le simple fait que déjà que dans l'organisation, on soit également dans une forme de
mixité à ce niveau-là, je pense que ça donne envie aux gens de poser des talks. Et en fait, on est dans le cercle vertueux là-dessus. Et c'est vrai que c'est quand même très agréable d'avoir ce genre de feedback, de nous prendre comme exemplarité finalement sur ce sujet-là, parce que ça fait partie de nos valeurs et finalement il y a une fierté à être au rendez-vous finalement de cette valeur qu'on affiche. Du coup, il faut compléter quelque chose. Là, tu as 3 hommes et une femme, mais en fait, dans le comité d'organisation de la Paris Test Conf, 5 hommes, 5 femmes. Ouais. Parfait. On peut les citer Parfait. d'ailleurs, parce qu'ils sont Oui. visibles, là. Oui, c'est vrai. Vas-y Simon. Ma mémoire Surtout que m'a défailli. enfin, on a eu des nouveaux cette année, on a eu des nouvelles têtes et c'était super cool. Qui nous ont rejoint cette année, eh bien, il y a Audrey Moulin qui avait d'ailleurs participé l'année dernière, qui avait fait un talk. Oui, tout à fait. Aurélie Martin, qui d'autre? Il y a Diana, bien évidemment, Diana Marimoutou, qui faisait partie, donc comme l'a dit Benji, du comité de regard depuis le début. Diana Est là depuis le début. Marie Béninger, qui nous avait rejoint, je crois que c'était il y a 3 ans. Mais l'année dernière, elle était off. Elle attendait un enfant. Donc oui, effectivement, c'était une excellente raison, d'ailleurs. Voilà, excellente raison. Elle a énormément contribué dans la préparation. C'est mais vrai. Effectivement, elle a malheureusement pas pu voir le résultat parce qu'elle était en train de s'occuper de son gamin. Un autre événement. Autre événement hautement important. Voilà, on a voté, t'es pas gagné. Hein. Ouf. C'est ça. Et sinon, dans les gens qui sont là depuis quelques temps, on a Davy, Metangmo, Aurélien Yossen, je ne sais pas comment le prononcer, j'espère qu'il ne voudra pas. Qui est venu nous aider sur la 3e et 4e édition. C'est ça. Qui avait lâché la 5e et qui est revenu là sur la 6e. C'est ça. Nous donner un petit renfort sur la dernière ligne droite. Voilà. Et donc les 4 personnes qui sont présentes ici. Donc voilà, ça fait 10. Alors 10 personnes, je sais pas si c'est beaucoup, si c'est peu pour un événement de la taille de la PTC. On a été plus ou moins à peu près ce nombre-là, je pense, au cours des années, à peu de choses près. Hein. Ça fluctuait, et voilà, on est 10 cette année. Bon, on verra le 25 mars si on est sous l'eau. Ouais, effectivement. Donc là, c'est le comité d'orga entre guillemets. Donc il y a toute la partie avant la conf, mais il y a aussi le jour J. Voilà, on est tous là. Je vais vous poser une question sur l'impact. En soi, on l'a déjà plus ou moins dit, mais concrètement aujourd'hui, dans le monde de la qualité et en fait dans la tech en général en France, mais principalement dans le monde de la qualité, quel rôle joue selon vous la Paris Test Conf? C'est dur comme question. Oui. Alors, je pose cette question justement parce qu'on a beaucoup parlé du bouche à oreille tout à l'heure, et je pense que pour se représenter, peut-être que vous n'avez pas la réponse, vous avez tout à fait le droit de me dire difficile de te répondre parce qu'en fait on n'est pas du tout en contact avec toute la sphère de la qualité en France. Eh bien, difficile de te répondre. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. C'était trop facile. Non, mais il y a un impact réel qui est effectivement difficile à percevoir, et il y a un impact que l'on voudrait que l'on ait. Moi, Oui. à titre personnel, j'espère que la Paris Test France aide à déciloter en fait les différents métiers au sein des équipes et à faire en sorte que les gens se parlent entre eux et que la qualité se niche dans la communication pour moi. Donc si la Paris Test Conf permet aux gens justement de se dire ah là là, faut que je sorte de notre façon de fonctionner, que j'aille voir les autres, et que c'est en allant voir les autres que finalement on va transcender et collectivement on va réussir à faire de la qualité, et que c'est bien problématique collective, pour moi, c'est gagné, en fait. Mais c'est ma vision personnelle, hein. Je laisse mes camarades compléter et donner leur point de vue, mais pour moi, ça serait gagné. D'accord avec toi, et sachant que moi j'ai des collègues voilà qui sont pas testeurs, à qui j'en ai parlé et qui m'ont dit voilà, quand ils font une programme, qui m'ont dit voilà, ils sont designers ou développeurs et qui m'ont dit bah ouais, franchement ça m'intéresserait de le voir, quoi. Ça m'intéresserait de venir parce que bah voilà, c'est toujours intéressant de voir d'autres choses, voilà, et comme dit Benjamin, de mettre en place voilà la qualité, voilà, c'est un peu l'affaire de tous et tout le monde peut y participer, quoi. Même si la qualité c'est l'affaire de tous, on se sent aussi parfois seul dans nos métiers parce que on pousse pour des choses où on nous dit oui mais là on n'a pas le temps, oui mais là on peut pas, oui mais mais ce cas-là il va jamais se produire, mais cette chose-là non mais c'est pas possible, mais et le fait de pouvoir en parler aussi avec d'autres personnes du métier, parce qu'il y a quand même beaucoup de testeurs et beaucoup de QA qui viennent à la Paris Test Conf, ça permet aussi de se sentir moins seul, de se sentir plus compris et parfois de prendre les tips des autres et de pouvoir voilà, avoir d'autres idées, tenter d'autres choses, se rassurer. Enfin, moi, il y a aussi ce côté-là que je trouve hyper important. Le boulot de QA est un boulot un peu ingrat des fois, malheureusement. La
PTC aujourd'hui, l'impact de la PTC, je pense que c'est une excellente question. Et je pense que c'est son impact, en tout cas l'impact qu'on voudrait qu'elle ait, comme le dit Benji, est très est bien représenté par le line-up qu'on peut avoir. Comme on disait tout à l'heure, dedans il y a des devs, dedans il y a des designers, dedans il y a des QA, dedans il peut y avoir des gens spécialistes de la sécurité. Le message qui est porté un petit peu par ça aussi, c'est de se dire le boulot de QA il est hyper transverse et ton taf à partir du moment où tu travailles dans une boîte qui fait du logiciel, parce que voilà, on va pas se mentir quand même, aujourd'hui c'est un petit peu ce qu'on vise. T'as forcément une part de QA. Peut-être c'est 1% parce que t'es dans une boîte où ça se passe pas très bien, et peut-être c'est 30%, voilà. Et donc l'idée c'est de se dire la QA ça concerne tout le monde. Et je pense que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de boîtes qui l'ont pas forcément encore bien intégré, qui voient encore le QA comme vraiment le tampon en bout de chaîne qui dit OK ou KO, le go no go du build pour partir en prod après ces 3 semaines de recettes. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire et que quand se répartissant les tâches, etc. Cette vision un peu on va dire moderne du travail du QA, elle est très bien représentée, je trouve, dans le line-up qu'on a essayé de faire, de sélectionner vraiment des talks où on s'est dit ça c'est vachement intéressant parce que c'est une vision de la QA qui est un petit peu différente de l'équipe de 30 personnes qui fait de la recette pendant 3 semaines en mode crunch et puis après qui fait rien pendant 2 mois en attendant le prochain build. Je caricature un peu, mais bon, c'est un peu ce que j'ai connu. Voilà. Donc la Paris TestConf, en tout cas, moi c'est des fois je regarde un petit peu les line-up d'autres conférences et c'est quand même un petit peu, on est un peu les seuls à prendre un petit peu ce contre-pied et tenter des trucs un peu plus originaux. Et je trouve ça bien et je pense que c'est hyper impactant et que c'est un impact qu'il faut qu'on continue d'essayer d'avoir. Et c'est ce qui nous différencie d'ailleurs. Et ça rejoint tout ce qu'on a dit avant. Ça rejoint aussi la partie où on parlait de diversité, on parlait d'équilibre, de parité, etc. Je pense qu'aussi ça joue. Enfin, c'est le fait d'avoir une conférence qui essaie de faire les choses de façon un peu plus originale, ça nous fait avoir plus d'impact, plus de visibilité, et c'est un cercle vertueux. Alors, toujours sur cette idée, en tout cas, moi j'ai le sentiment enfin c'est ultra positif et la parité SCONF a un impact positif clairement sur cette idée. Si demain on vous dit OK, vous avez carte blanche, vous avez le budget, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites? Payer la Tesla de site. Ça c'est gentil. Non mais fallait que je fasse la private joke, j'attendais le bon moment pour la faire. Voilà, j'en étais sûr que j'allais me la prendre celle-là. Ouais. Pourquoi pas? Non, ça marche pas. C'est une belle voiture, mais ouais. À titre personnel, c'est vraiment on était nos limites, on va dire, d'un point de pur budget et capacité d'organisation. Moi, je pense que j'irai quand même sur tout ce qui permet de favoriser de l'inclusivité à tous les niveaux de la conférence. Ça serait, je pense, l'action numéro 1. Avant même de dire, faut faire 1000 personnes. Oh, regardez, on peut prendre le Zénith, on fait 50 000 personnes. Aucun intérêt pour moi si on n'est pas capable, pour moi, de permettre d'inclure tout le monde. OK. Alors pour le coup, j'aimerais bien avoir la réponse de chacun. Vous avez peut-être des idées différentes. Thomas, qu'est-ce que t'aimerais faire? Je suis le trésorier, donc voilà. Et toujours. Non, mais effectivement, je rejoins Benjamin. Effectivement, serait voilà vraiment inclure tout le monde, que tout le monde puisse venir et ouais, ça serait ça. Bon, peut-être louer le Zénith, ouais, ça serait pas mal aussi, quoi. Mais ouais, non, mais effectivement, c'est voilà. difficile d'organiser des salles dans le Zénith. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, mais effectivement, inclure vraiment tout le monde, voilà, que tout le monde puisse participer à la parité SCONF. Voilà, on sait qu'elle a quelques limites et voilà, c'est comme ça, mais vraiment que tout le monde vraiment puisse y participer. Non, Simon, vous me dites pas exactement la même chose. Alors, je vais te dire quelque chose de nouveau sur le sujet. On s'est déjà renseigné, en fait, pour avoir du vélotyping ou des personnes qui pourraient doubler certaines salles en langue des signes. Pour l'instant, c'est compliqué niveau budget. Quand je te dis que c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais c'est quelque chose sur lequel on est déjà sensibilisés, enfin tous, sur lequel on est d'accord sur le fait qu'il faut le faire. En fait, je pense que la question, elle tombe sur quelque chose où si on avait un budget limité, on a presque déjà les clés en fait pour le faire. Alors donc on va sortir de ça parce qu'on va dire que c'est déjà dans les tuyaux de quand on aura de l'argent, complètement zéro déchet. On parlait, tu vois, d'avoir les t-shirts français et que ça avait été, même si personne l'avait vu, nous on savait que c'était le cas.
Par contre, là, clairement, mes compétences en matière de zéro déchet, elles nécessitent de l'aide, donc je pense qu'il nous faudra un accompagnement. Mais voilà, si on pouvait avoir cet accompagnement-là pour avoir quelque chose de plus propre, moi, c'est quelque chose aussi que j'aimerais. Très bien. Ouais, bon, passer en dernier, c'était vraiment le mauvais plan. Alors, ouais, bah, je rejoins mes collègues, mais en fait, je vais avoir une réponse un peu plus cryptique dans le sens où, bah, si on avait budget illimité, bah, j'essaierais de faire la PTC comme on fait aujourd'hui, mais juste, bah, plus grande échelle et avec, bah, comme on dit mes collègues, avec ce qu'aujourd'hui, les choses qu'on ne peut pas faire, comme Anne-Laure l'a dit, on le sait déjà. On sait déjà ce qu'on voudrait mettre en place et comme elle l'a dit aussi, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut malheureusement pas faire parce que ça nous mettrait en danger. Enfin, ça mettrait en danger la PTC. On ne pourrait probablement pas le faire. Donc, si on avait le budget limité, on pourrait le faire. Et puis, bah du coup, d'un point de vue peut-être un peu plus pragmatique, bah essayer d'avoir. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir des talks encore plus divers. Vraiment pouvoir toucher plus de monde pour avoir vraiment la possibilité de communiquer à balle et puis de se dire on va avoir encore plus de talks, encore plus de propositions qui vont parler de choses qui touchent à la QA mais qui sont peut-être un peu plus loin de la QA logicielle telle qu'on la connaît aujourd'hui en mode agile dans une startup, scale-up, etc. ou dans une ESN, ce qui fait peut-être 90% du boulot des QA en France. Avoir encore des nouveaux trucs, ouvrir un peu le champ des possibles, avoir plus de possibilités de talk encore plus sympa en touchant encore plus de monde. J'ai l'impression quand même, au vu des propositions qu'on a eues cette année, que ça a un petit peu commencé, puisqu'on a eu des propositions qui étaient assez originales, d'ailleurs qui ont été retenues. On en a une qui est sur le monde de la santé, par exemple, qui pour une fois qui n'est pas de la pure QA logicielle. Ça, c'est super chouette. Voilà. Donc, si on pouvait continuer dans cette lancée-là, moi, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup à titre perso. Et tu viendras en Tu Tesla. veux une anecdote là-dessus? Allez, vas-y. J'avais créé des tags pour nous aider à classer les conférences et j'avais créé le tag What the fuck Et pour on les en a eu conférences plusieurs. très originales. Et on en a eu plusieurs. On en a eu plusieurs, c'est vrai. On en a eu plusieurs. Attention, et c'est pas péjoratif, hein. C'est pas le what the fuck péjoratif, mais c'est le comment on classe en fait. Et Ouais. bah on sait pas trop. Bon, ça marche très bien. Je pense que pour le coup, what the fuck, ça passe très bien en tout cas. Très bien. Ok. Bah, écoutez, je souhaite dans tous les cas que tous ces souhaits se réalisent, que et l'association et la parité Sconf aillent dans ce sens-là et que il y a un budget illimité. Ça fera sourire Thomas et c'est super. Ce sera super. Très bien. Très bien, très bien. Alors, sur cette note positive, est-ce que vous avez un mot pour les personnes qui hésitent encore à participer à la prochaine édition et pour les personnes qui se posent des questions pour rejoindre l'association ou non? Pour rejoindre l'association, donc vous avez jusqu'à fin janvier en fait. On a allez, jusqu'à fin janvier, ça permettra aux gens de venir à l'assemblée générale, pardon. Et en étant à l'assemblée générale, ça permet justement de pouvoir voir ce qui se passe de l'intérieur de l'association. Hein. Donc vous pouvez avoir un regard sur les sous-sous, hein, entre autres, qui s'y passent. Mais vous pouvez aussi rejoindre par la suite le conseil d'administration si vous voulez nous rejoindre tous les quatre pour renforcer ce bureau. Et plus globalement, en fait, ça permet juste de témoigner finalement l'envie d'aider l'association. Vous pouvez très bien rejoindre et dire non, par contre, je veux rien faire de plus que simplement adhérer. Et de par l'adhésion, c'est une petite contribution financière qui est derrière. Ça vous permet d'accéder à des informations que vous n'aurez peut-être pas de manière publique régulièrement. Et au moins, vous soutenez l'association et vous soutenez tout ce que l'on peut faire qui est derrière. Et pour la partie PTC, je pense que le programme parle de lui-même, il est très alléchant, donc n'hésitez pas à prendre votre billet, à le rejoindre. On sera ravis vraiment de vous accueillir, de prendre vos feedbacks à chaud, à froid. Mais pour ça, faut venir pour avoir du feedback constructif. Et puis, pour éviter d'avoir à mettre un deuxième pacemaker, n'attendez pas le 20 mars, s'il vous plaît, pour prendre votre billet. Ça fera du bien pour moi. Je pense que c'est entendu. Ok. Alors justement pour le programme, parce qu'on a peut-être des personnes qui n'avaient pas entendu parler de la parité Sconf, ça m'étonnerait, mais c'est tout à fait possible. Où est-ce que on peut suivre vos actualités, l'actualité de l'association, l'actualité de la parité Sconf? Où est-ce qu'on peut suivre tout ça? Pour la PariTest Conf, donc il y a le site internet paritestconf.com sur lequel il y a le programme de la prochaine édition ainsi que les talks des éditions précédentes. Donc on peut retrouver certaines, comment dire,
les informations, les talks, il y a des vidéos, il y a les présentations quand les speakers nous ont donné l'autorisation de les diffuser. Et, d'ailleurs, à titre personnel, il y a certaines présentations que je vais voir de temps en temps pour mettre en place des choses dans le cadre de mon travail. Donc il y a ça. Donc il y a un lien vers la billetterie sur le site. Donc voilà. Et pour l'association, c'est sur le site donc afqt.fr. Donc sur lequel on peut retrouver notre mission, le conseil d'administration, donc nous quatre. Comment nous rejoindre? Donc via pareil une billetterie, via voilà l'adhésion, et toutes les infos sont là. Et n'oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn. Tout à fait, oui. Je vais compléter, il y a 2 autres moyens de communication. Vous pouvez aussi adhérer à la newsletter de la ParisTestConf depuis le site de la ParisTestConf. Et vous pouvez rejoindre également le Slack de la Test Communauté, puisque Mimoun, co-créateur de la ParisTestConf, était également à l'initiative avec plusieurs co-créateurs à l'époque de la création de ce Slack-là. Et l'association a repris la co-gouvernance avec Mimoun du Slack. Donc ça reste aussi un moyen pour nous d'aller communiquer de l'information concernant la ParisTestConf et l'association plus précisément, même si le Slack n'est pas réservé que à ces 2 thèmes-là. Très bien. Dans tous les cas, je mettrai tout ça dans le descriptif de l'épisode, comme ça au moins on pourra y accéder directement. Et bien évidemment, on partagera tout ça sur LinkedIn. Pas de questions rituelles, parce que je ne vais pas répondre à une question de chacun. Alors si vous ne connaissez pas ce principe, donc les invités ont le droit de me poser une question à la fin de chaque épisode, mais là va falloir que vous reveniez en épisode solo pour me poser une question individuelle. Ou alors on laisse Anne-Laure te poser la question. Moi, ça me va très bien qu'Anne-Laure te pose la question. Si Anne-Laure, tu es d'accord, bien évidemment. Très bien. Quelle est selon toi la force de la ParisTestConf? La force de l'appareil TestConf. Alors, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir voir en fait des collègues, pour le coup, même si on ne travaille pas avec eux, le fait de pouvoir voir des collègues, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière, parce que voilà, du fait du podcast, forcément ça amène un sujet de conversation, et parler de problématiques communes avec des personnes qui sont autres que nos collègues directs. J'ai trouvé ça génial. La conférence d'Anaïs, j'avais énormément apprécié. Et puis je me souviens que dans la salle, elle avait été énormément appréciée. Et donc c'est ce type de sujet qui, pour le coup, donne envie en fait c'est vivant, ça bouge, et ça répond pas très clairement à la question, mais en fait je pense que c'est vraiment c'est un tout, c'est un ensemble. Et puis je pense pouvoir dire sans me tromper que clairement tout le travail qui est mené par l'équipe est mis en valeur quand on voit que ça se passe aussi bien. Donc voilà, j'ai pas d'autres éléments de comparaison parce que j'ai pas été à une édition précédente. Mais pour moi la force ce serait ça, donc de relier en fait simplement des personnes du secteur. Voilà. Merci. Voir ressentir la communauté. Merci, c'est très beau. Tu peux aussi. Un peu. Non, mais c'est chouette. Ça fait toujours plaisir à entendre. Quand bien même on a, oui, des retours qui sont globalement positifs, voilà, on peut se plaindre. Hein. Ben non, mais c'est important, et il faut le dire, et ça c'est un message que j'envoie pour les personnes qui nous ont écoutés jusque-là. Manifester quand il y a ce genre d'initiative qui plaît, il faut pas hésiter à contacter en fait les personnes qui sont à l'origine de ça et leur dire, écoute, le travail que tu fais, c'est super parce que ça me permet de ci, ça. Moi, dans le cadre du podcast, c'est quelque chose que j'adore, recevoir des messages, ça me booste, ça me motive, et oui, c'est gratifiant et c'est très cool. Donc, je vous le dis, en tout cas, merci. Eh ben, merci. Merci. Et on espère que ça continuera comme ça. Ça rejoint un petit peu ce côté différenciation qu'on essaye d'avoir, et ça veut dire que ça marche, donc c'est cool. Bon, on est sur la fin de l'épisode. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir pris ce temps pour participer à cet épisode. Je rappelle que la ParisTestConf c'est le 25 mars. Comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, ne tardez pas trop. Évidemment, vous retrouverez tous les liens de toutes les ressources nécessaires dans le descriptif du podcast. Et puis j'espère tous les quatre vous revoir
dans le podcast bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir, merci. Avec Merci à plaisir. toi pour Merci. l'accueil. Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.